Arrête de bouger. C'est pour eux que nous travaillons. Pour tous ces enfants du quartier de la Confluence à Lyon qui connaîtront l'an 2050 et son horizon climatique tant redouté. C'est avec lui que nous travaillons. L'arbre. Un parmi les milliers que comptera un jour la Confluence. Les enfants et les jeunes arbres sont contemporains. Ils grandiront ensemble au travers des crises et des aventures de leur temps. Et c'est à eux que nous dédions ce récit de la Confluence. Apparition familière, comme un grand jouet d'enfant au cœur du quartier, le train est le grand témoin de l'histoire du site. Il y a bientôt 2 siècles, la ligne Lyon-Saint-Étienne empruntait déjà le tunnel de la Mulatière, enjambait la Saône, traversait la Confluence. Grâce au rail, les industries se sont déployées. La vallée de la chimie est d'abord née ici. Lyon avait trouvé à l'extrémité de sa presqu'île l'espace qui manquait pour son développement. Mais quelques décennies plus tard, une autre ligne vient bouleverser pour toujours la géographie lyonnaise. Le prestigieux Paris-Lyon-Méditerranée a besoin d'une esplanade, d'un bel hôtel et d'une grande gare avec des voies surélevées dans le prolongement des ponts sur le Rhône et la Saône. Se dresse alors un long rempart de 6 mètres de haut qui sectionne la presqu'île en 2. Au nord, un quartier bourgeois, au sud, un faubourg ouvrier. Et pour seul lien physique, une série de passages obscurs pratiqués sous les voies. Les voûtes. Dans l'ombre de la gare, Lyon relègue tout ce qu'on ne veut pas voir en cœur de ville. Dépôts d'explosifs, usines de raffinage, casernes, abattoirs et 2 grandes prisons. La Confluence devient un lieu peu fréquenté. Les Lyonnais ajoutent souvent « peu fréquentable ». Dans les années 1960, le quartier retrouve une certaine animation la nuit, avec le marché de gros qui approvisionne toute la région. La Confluence devient le ventre de Lyon. Mais les activités s'essoufflent, se déplacent ou s'arrêtent. C'est la fin du long épisode industriel. Vers le début des années 2000, les élus redécouvrent un territoire disponible, capable à lui seul de doubler la superficie du centre-ville. Quelle autre grande métropole au monde a eu pareille occasion de se réinventer et de créer à grande échelle un laboratoire de la ville durable du XXIe siècle? Bientôt, le monde de l'urbanisme apprend l'existence de ce quartier lyonnais en mutation où surgissent déjà des bâtiments remarqués. Jour après jour, des années durant, les passagers du train ont assisté à la métamorphose du quartier, qui se poursuit encore aujourd'hui. À mesure que la Confluence s'éveille, ces grands consommateurs d'énergie entrent en jeu les uns après les autres. Très bon début de journée. Merci à tous pour votre fidélité. Bon réveil. Comme tous les quartiers durables d'aujourd'hui, la Confluence s'efforce de produire elle-même l'essentiel de l'énergie qu'elle consomme. D'abord par la récolte quotidienne de l'énergie la plus propre et la plus renouvelable qui soit. C'est le soleil qui permet l'expression des talents dans cet écosystème numérique.
Mais le photovoltaïque à lui seul ne suffirait pas. Il faut pouvoir compter sur l'aide d'un bon géant apparu ces dernières années dans l'Est lyonnais. Cette centrale, dite biomasse, utilise un combustible peu polluant, des résidus de bois. Elle irrigue un vaste réseau de chaleur urbain pour l'Est lyonnais. La Confluence y est massivement raccordée. C'est une circulation à double sens. L'eau surchauffée rejoint des dizaines de sous-stations situées dans les îlots, les immeubles. Elle distribue sa chaleur aux chaudières collectives, puis repart en circuit fermé vers la centrale pour un nouveau cycle. L'économie en CO2 ainsi réalisée chaque année équivaut à 20 000 voitures retirées de la circulation. Parfois, les coulisses du sol s'entr'ouvrent et l'on assiste au raccordement d'un édifice au réseau de chaleur. C'est une mutation irréversible. La force de l'eau renvoie aux oubliettes l'énergie fossile du fioul domestique. Cependant, l'énergie la plus facile à économiser pour un bâtiment sera toujours celle dont il n'a pas besoin. Bien conçu, bien isolé et ventilé, un édifice est jusqu'à 4 fois moins gourmand en énergie. L'objectif de performance énergétique concerne aussi les ensembles anciens, qui font partie intégrante du projet Lyon-Confluence. D'importants travaux ont été lancés en concertation avec les habitants. En quelques mois, les passoires thermiques font peau neuve. Les combles et la toiture, par où s'engouffrait l'air, froid ou chaud, sont isolés. De nouvelles ouvertures sont installées, d'une qualité analogue à celle des bâtiments contemporains. L'isolation par l'extérieur est une solution reconnue pour protéger les bâtiments neufs des écarts thermiques. Pour en faire bénéficier des édifices existants, certaines façades exposées au nord avancent de 15 cm, soit l'épaisseur d'un manteau en laine de roche recouvert d'un coffrage peint à l'identique, de manière à préserver l'esthétique initiale. Pour ces cités, vitrines du progrès social au XXe siècle, une nouvelle vie commence et une nouvelle valorisation. Dans le neuf, comme dans l'ancien éco-rénové, l'air intérieur, ventilé et assaini, reste tempéré toute l'année. L'été, il rend inutile la climatisation. L'hiver, il limite les besoins en chauffage. Et les persiennes, extérieures et orientables, jouent leur rôle efficace de brise-soleil. Dans ce vaste îlot en chantier se prépare une petite révolution, l'autoconsommation collective. Son principe, toute l'énergie produite par l'îlot appartiendra en propre à la communauté énergétique. Elle ne subira pas les fluctuations du marché de l'énergie. Chaque consomme-acteur mesurera sur sa facture individuelle les économies réalisées par l'équipement collectif. Sur l'agenda d'un chantier, il y a des moments d'émotion. La démolition d'un bâtiment, qui renfermait des années de vie pour des hommes et des femmes avant nous. Ou encore le montage d'une nouvelle grue, vertige affolant entre ciel et terre. Pendant des mois, les grands mouvements de sa flèche rythmeront nos jours. Enfin, ce sentiment de page qui se tourne, quand on aperçoit les premiers signes d'occupation sur les balcons d'un immeuble qu'on a vu se construire au fil du temps, à partir de rien.
20 ans après son lancement, l'équipe d'aménageurs de Lyon-Confluence reste la mémoire vivante du projet. Son premier rôle a été d'associer les talents d'urbanistes et d'architectes paysagistes pour définir grands principes et lignes directrices. Jadis, le port de Lyon se trouvait à la Confluence. Le souvenir de cette identité portuaire a nourri une démarche collective. Les architectes successifs ont décliné inlassablement le thème du container, reconnaissable à ses porte-à-faux spectaculaires. Pour le pôle de loisirs, l'inspiration est plutôt navale, avec ses voiles gonflées, prêtes à appareiller. Côté Saône, la priorité des architectes paysagistes était de rétablir le contact visuel rompu entre la colline de Sainte-Foy, la rivière et la Confluence. Des bâtiments aux couleurs vives répondent aux teintes sombres du feuillage et des flots. Ils dialoguent en vis-à-vis avec le patrimoine remarquable sur la colline. Des éléments pittoresques s'encadrent pile dans l'axe d'une place. Une fortification mystérieuse apparaît au centre d'un jardin, comme un appel à l'imaginaire, pour le passant ou pour les enfants qui jouent juste en face, sur la rive opposée. À l'intérieur des chambres d'hôtel, bureaux, salles de réunion, la nature apaisante, inspirante, se répand par une profusion d'ouvertures, de cadrages et de reflets. Côté Rhône, la palette de couleurs s'assagit, avec des teintes claires qui se prêtent à toutes sortes de variations géométriques. Mais toutes ces propositions architecturales ne trouvent de sens dans le projet d'ensemble qu'associées à une dimension capitale, la mixité sociale. Entre un appartement en location pour un foyer aux revenus modestes et un autre proposé à la vente, la qualité des finitions et des performances énergétiques doit être rigoureusement égale. La Confluence s'affirme comme un quartier qui doit permettre à ceux qui le font vivre au quotidien d'y résider et qui offre à tous les habitants d'un îlot le même cadre de vie agréable à partager. Plusieurs fois dans l'année, à la demande des aménageurs, une équipe de sociologues va à la rencontre des riverains. Leur sujet, la piétonnisation d'une rue, le confort d'un espace public ou la vie quotidienne dans un immeuble neuf. Donc vous m'avez dit que vous n'habitez pas le quartier, vous êtes sur Lyon? Oui. Ok. On fait une enquête sur les nouveaux aménagements et l'espace. Vous avez 5 petites minutes pour répondre. Oui. Qui peut suggérer des améliorations à un espace public, sinon ses usagers? On avait fait une enquête en décembre. Qui connaît mieux un bâtiment que ceux et celles qui y résident? On vient poser des questions sur comment Tous les profils, toutes les tranches d'âge sont consultés. Et est-ce que ça propose un espace de circulation confortable au vélo? Ouais. Est-ce que vous travaillez dans le quartier? Qu'est-ce que vous pensez? Cet espace devrait rester piéton et tel qu'il est? Ou alors il devrait rester piéton mais des améliorations devraient être apportées? Moi, ça me plaît. D'accord, ça vous plaît. Ok. Alors, Ces retours d'expérience ouvrent une nouvelle voie dans la gestion des projets urbains. Une fois analysés, ils forment un capital d'information considérable. Paysagistes, architectes, promoteurs, tous ont vu dans la démarche une occasion de progresser et d'expérimenter de nouvelles solutions techniques ou de nouvelles formes, parfois en grandeur nature et à l'air libre.
Cette dynamique profite aussi au patrimoine historique très singulier de la confluence. Éco-rénové, ce grand porche, l'ancienne entrée du marché de Gros, abritera une salle de concert pour les musiques d'aujourd'hui. D'anciennes halles, d'anciens hangars, sortent d'un long sommeil et se transforment en groupe scolaire, en crèche ou en espace dédié aux activités créatives. La métamorphose la plus saisissante est peut-être celle de la prison Saint-Paul. Elle a fait place à un campus universitaire lumineux, tourné vers le ciel. L'architecture résiliente n'a pas effacé le monument pénitentiaire originel, elle l'a transfiguré. Cours Charlemagne, un vacarme inhabituel retentit, plusieurs nuits d'affilée. On s'approche. On comprend que le visage de la gare est en train de changer. Ces escalators, les riverains les avaient surnommés Goldorak, pour leur allure massive 13 années 70. Ce soir, les derniers à les emprunter sont ceux qui les démontent. Quelques mois plus tard, qui se souvient de Goldorak? Et qui regrette l'ancien labyrinthe vertical pour accéder au quai? Désormais, on suit une belle rampe vers un passage qui dessert directement les voies. De plus, une des voûtes sous la gare a été rouverte, rénovée, aérée, mais aussi décorée et éclairée par des artistes. Dès lors, piétons et cyclistes relient agréablement les deux parties du centre-ville. Dès le début du projet, s'est exprimée une volonté forte. La confluence devait être marchable et cyclable, facile à sillonner à pied et à vélo. Un objectif modeste en apparence, mais qui suppose quantité d'études et de concertation. Et avant cela, de nombreuses heures de déambulation dans le quartier pour les architectes paysagistes. Au regard de l'adulte comme de l'enfant, il faut offrir des perspectives pour se projeter au loin. Des jeux de transparence pour casser l'opacité traditionnelle des rez-de-chaussée. Des cours qui communiquent par des passages et renouent avec le plaisir des traboules du centre historique. Et des espaces publics accueillants où un mobilier adapté invite à prendre le temps. Côté rivière, il faut des quais aménagés pour plusieurs pratiques simultanées. Promenade, sport, jeux et farniente. Vélos et trottinettes disposent de vastes garages au pied des îlots et de plusieurs kilomètres de voies sécurisées. Régulièrement, la Petite Reine est célébrée lors d'événements festifs, qui sont l'occasion de rappeler aux cyclistes les pratiques à respecter au quotidien à l'égard des piétons, des trams et des voitures. D'ailleurs, l'automobile n'est pas bannie de la confluence, elle est canalisée. Pour le stationnement côté Rhône, le choix a été fait d'un grand parking mutualisé à l'échelle de plusieurs îlots. Cette concentration spatiale permet de limiter l'impact sur la nappe phréatique et de créer à proximité de belles cours, avec des arbres en pleine terre. Peu à peu s'ébauchent les solutions pour résoudre à la lyonnaise l'équation qui tourmente la plupart des grandes métropoles. Réduire la pollution liée au déplacement sans nuire à l'exigence contemporaine de mobilité. Au-delà du plaisir de se déplacer aisément en ville, la confluence veut offrir un cadre adapté à tous les âges d'une vie. On doit pouvoir naître, grandir, travailler, fonder une famille dans ce quartier. Et puis mûrir, vieillir. Et quand la mobilité se dérobe, pouvoir compter sur les autres
pour rester dans le mouvement du monde. Une résidence d'un genre nouveau associe maison de retraite et logement universitaire. En échange de loyers modérés, elle encadre un mouvement solidaire entre étudiants et résidents âgés. Vivre ensemble, c'est aussi partager les mêmes élans dans la ville. Mais inévitablement, la mobilité a ses points de crispation, comme dans la plupart des villes. Héritage d'une époque où l'automobile était reine. Le centre d'échange de Lyon-Perrache ne correspond plus à l'esthétique contemporaine. Mais on doit admettre qu'il abat un travail de géant dans un espace somme toute réduit. 7 voies de circulation. Une gare SNCF et TGV. Une ligne de métro et 2 lignes de tramway. Une gare routière, régionale et internationale. Des espaces commerciaux. Une station de taxi. Plusieurs parkings. Et même, chose incroyable, 2 grands jardins en étage, généralement inconnus des Lyonnais. Une jolie crèche. Sans oublier une grande école d'art. Réaffecter autrement toutes les fonctions de ce coffre de béton et y développer de nouveaux usages demandera des trésors d'invention et de volonté. Chaque été, désormais, les Lyonnais connaissent des températures caniculaires qu'on relevait autrefois sur le continent africain. Les zones urbaines les plus minérales sont les plus touchées. La pierre, le béton, l'asphalte accumulent la chaleur le jour et la relâchent la nuit, empêchant tout répit. Toutes les études montrent qu'une densité d'arbres de belle ampleur dans la ville est capable d'abaisser de presque 10 degrés la chaleur ressentie. D'où la volonté de tous les décideurs d'accélérer la végétalisation du quartier pour le rendre plus agréable à vivre. C'est une affaire de patience, car petit arbre deviendra grand si le temps lui donne un enracinement assez solide pour atteindre l'âge adulte. L'aménageur doit faire preuve d'humilité et de souplesse. Modifier ses choix en matière d'essence d'arbre, si une mortalité excessive est constatée. Intervenir sur des espaces déjà livrés, quand la quantité d'arbres programmés semble sous-évaluée. Soit il va être très taillé d'un côté, du coup ce sera pas très joli. Ouais. Et se montrer vigilant dans le suivi des travaux. Car parfois le compte n'y est pas entre le nombre d'arbres prévus sur le papier et ceux réellement plantés. Heureusement, la végétalisation de la confluence peut compter sur d'efficaces relais chez les habitants. Un peu partout, dans les cours des îlots neufs, sur les quais ou sur les hauteurs, des groupes de jardiniers font vivre avec talent des parenthèses de nature retrouvées dans la ville. Et par contre, il faut pas travailler au même endroit les filles, parce que vous allez faire mal. Donc il vaut mieux tâter. Côté Saône, dans les jardins aquatiques, ce sont les espèces elles-mêmes qui ont pris les choses en main, à la grande surprise des aménageurs. En fait, là, quand on a fait la reconstitution de ces étangs, il y a eu tout un choix de plantes qui a été fait. Et puis la biodiversité s'est installée, les plantes sauvages sont venues, c'est même totalement spontané. Mais il y a une faune incroyable. Les poissons arrivent, les oiseaux s'installent, les canards. Tu vois, on a fait un suivi de biodiversité. Il y a un nombre incalculable d'insectes et de libellules.
Mais le chantier de végétalisation le plus marquant, emblème futur de la confluence peut-être, s'appelle le champ. 6 hectares d'oasis urbaines, riches d'un millier d'arbres et ponctués de seulement quelques bâtiments. Cependant, une difficulté majeure restait à surmonter. 2 siècles d'activité industrielle avaient rendu les sols stériles. La solution est venue de la confluence elle-même. Ces monticules en forme de sillon, appelés andins, sont un hôpital de campagne pour les terres stériles de la confluence et de la métropole. Un espace de renaturation. Les écologues y testent régulièrement différents dosages, associant terre végétale, compost et remblai. Leur but, relancer la machine du vivant qui rendra ces terres à nouveau fertiles. Là encore, une question de temps. Mais les premiers résultats sont bien visibles. On a une prairie très fleurie avec pas mal d'insectes mellifères. On a pas mal de fleurs. Là, on a des centaurées, des aquilées, de la luzerne, camomille. Et on a pas mal de petits habitants, pas mal d'orthoptères. Tu sais, c'est cet hibernaculum qu'on a fait il y a 2 ans, qui est un habitat plutôt pour les reptiles, qui va leur permettre de venir se cacher en profondeur, soit sous les dalles, soit dans différents niveaux de matériaux, et puis de se reproduire et de développer leur vie dans le champ. Alors en plus de fournir un habitat à tous ces petits insectes, la prairie, elle a un rôle de reconstitution du sol fertile que l'on a mis en dessous, qui était un sol fait à base de limon, donc plutôt issu de terre, issu de déchets de chantier. Et donc la terre va se renaturer au fur et à mesure de la poussée des racines, de l'eau qui rentre dans le sol. Mois après mois, le champ se concrétise par fragments successifs, gagnés sur l'asphalte. Les essences végétales introduites ici, chêne, saule, merisier, ont été sélectionnées pour résister aux canicules redoutées. Dans des sols redevenus fertiles et perméables, les arbres s'enracineront. L'eau de pluie s'absorbera sans inonder. Et chaque arbre qu'on plante, jour après jour, est un petit pas franchi. Au fil des ans, les avancées de la confluence en matière d'éco-rénovation, de performance énergétique ou de recueil de données ont attiré le regard de la Commission européenne. Et si les initiatives lyonnaises n'étaient pas isolées en Europe? Et si elles étaient réplicables? Et si ces retours d'expérience pouvaient profiter à d'autres métropoles, elles aussi conduites à se réinventer afin de rester elles-mêmes? Des contacts se sont noués, un réseau s'est créé. Des financements européens ont été remportés sur concours. Meaning more projects, more difficulties, more solutions to find, and overall we are a bit more efficient at the end of Smarter Together. Good morning. Désormais, ce sont plus de 120 villes du vieux continent qui partagent une même vision des solutions pour la ville durable au XXIe siècle. Et c'est Lyon Confluence qui les coordonne. Big discussions, of course. We must also change our ways of working. How to accelerate the process. Of course, we're trying to accelerate the energy renovation. We need to involve everyone much more in this work. A lot of people say, is all of this going to be funded by the Horizon Europe? And of course, it won't be. Cette dynamique européenne a incité Lyon Confluence à pousser plus loin expérimentation et innovation. En réalisant des bâtiments avec des matériaux biosourcés, par exemple,
comme cette orangerie, premier bâtiment en terre crue d'une telle ampleur en France. Ou en concevant ces espaces de bureaux réversibles, dessinés pour se convertir facilement en logement, le jour où un trafic automobile assagi le long du Rhône le permettra. Le jour où l'arbre et le fleuve l'emporteront sur la voiture. « 2030 est le terme annoncé pour l'aventure Lyon-Confluence. La date où le site réel rejoindra sa maquette évolutive. Mais d'ici là, le dérèglement climatique nous imposera toutes sortes d'épreuves, sans aucun doute. Mais le quartier durable se renforce chaque jour pour y faire face. Pour casser l'effet d'îlot de chaleur dans les espaces publics, les jours de canicule, des solutions inventives sont testées, comme ces pergolas ombrés. Les Smart Citizens, les citoyens intelligents de la Smart City, de la ville durable, ne sont pas une chimère. Ils sont bien réels. Le quartier durable a modelé plusieurs générations de citoyens actifs, créatifs et conscients des enjeux. Des citoyens désireux d'un cadre de vie où entre toujours plus de nature en ville. Des citoyens demandeurs d'une animation retrouvée pour leurs fleuves et leurs rivières, comme la course Lyon-Kayak en donne l'exemple chaque année. Pendant quelques heures, la Saône devient l'artère la plus fréquentée de Lyon. Et la place nautique son point de ralliement. Des citoyens solidaires et organisés pour l'intégration de tous dans le quartier. C'est facile, les E. Malheureux, malheureuse, heureux, heureuse, généreuse. Voilà. Je crois que c'est pareil en anglais. Des citoyens toniques et enthousiastes, sachant conjuguer santé et convivialité. Tous les bâtiments qu'on a déjà réalisés. Et nous, notre métier, c'est aussi de prévoir ce qu'on va continuer à construire. D'ici 2030, enfin, il faut compter avec les enfants citoyens de la Confluence. Acteurs principaux de demain. Est-ce que vous la reconnaissez, celle-là? C'est pas facile, hein? On n'a pas l'habitude de regarder des cartes comme ça. Ouais? Pour eux, la mixité sociale n'est pas un objectif à atteindre. C'est une évidence au quotidien. Alors tu marches, on va chercher Sacha. Il paraît qu'il y a des jeux là-bas. Et la conscience inquiète des enjeux sociétaux et environnementaux, ils l'ont reçue en venant au monde. On peut leur faire confiance pour défendre leur planète à travers leur quartier. « 2030, 2050, presque demain. » Et pourtant, tant de choses s'accompliront d'ici là qui changeront à jamais le visage de ce nouveau quartier durable. Le visage de la confluence de la Saône et du Rhône, au cœur de la métropole lyonnaise.